Merci à tous. Je suis content de présenter le troisième livre de Thierry Werth qui est publié à La Trace, c'est un éditeur français. Et comme le premier livre, le second. Non. Le second, ouais. Le second qui était déjà publié là, en France. Le monde rêvé d'Alva Tellmosa. Alors, c'est un court roman, mais qui est organisé d'une façon un peu spéciale, puisque si vous regardez bien, la prose est disposée comme des vers. Alors ce sera ma première question, et puis on viendra au titre. Pourquoi cette disposition sous forme de vers? Mais j'avais publié donc un premier texte en 2016, donc, qui était un récit poétique de toute une série de voyages que j'avais pu faire au niveau professionnel. Et c'était une vingtaine de petites histoires que j'avais représenté aussi à l'UB à l'époque avec Pierre Morlet, écrites comme ça. Et donc, sous forme finalement de vers libres. Chaque petite histoire à l'époque se terminait par un haïku, qui était là plus formaliste, en fait. Mais sinon, le reste était écrit comme ça. Et donc, j'ai ensuite écrit un premier roman, sous une manière classique, on va dire, d'écrire un roman. Et puis, quand j'ai commencé à écrire celui-là, à penser à cette histoire qui m'est venue, j'ai commencé à écrire un roman sous une forme habituelle, on va dire. Et puis, j'ai trouvé que j'étais un peu mal à l'aise. Je sais pas, c'était pas vraiment mon style, quoi. Et donc, je me suis dit, finalement, de toute façon, comme j'écris, on va dire, pour le plaisir, enfin, comme tous les auteurs, j'imagine, pour essayer de faire un bel objet, etc., se faire plaisir. C'est pas mon métier en tant que tel, évidemment. Et donc, je me suis dit, autant se faire plaisir et aller jusqu'au bout. Et donc, je me suis dit, je vais commencer un roman en écrivant comme ça, comme j'ai fait pour le premier. Ne pensant pas du tout à l'éditer, parce que c'est a priori un peu atypique, donc je me suis dit, ça va être compliqué. L'avantage, c'est que j'avais un éditeur, donc je me suis alors ensuite adressé à lui, il a bien aimé tout de suite, et donc il a décidé de se lancer. Mais donc voilà, donc c'est ça. Donc en fait, c'est par confort ou par... C'est comme sous cette forme-là que je suis vraiment moi-même dans l'écriture. Je m'en suis rendu compte en fait maintenant. Donc probablement que tout ce que je vais écrire par la suite, si j'écris encore, on sera un peu dans ce style-là. Et je trouve que c'est un dispositif narratif qui donne une légèreté, une fluidité à ce qui est raconté, parce qu'on va d'un vers l'autre et tes phrases sont très courtes, très économes. Et j'avais dit dans la petite note de lecture que j'avais fait paraître aux belles phrases à propos de ton livre, que c'est un roman dégraissé. Bon, tout ce qui est essentiel y est, et tout ce qui est inutile a été gommé. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Alors, le monde rêvé d'Alva Tellmosa. Alva Tellmosa est un des grands personnages du livre. Je dirais un des 3 personnages principaux du livre. Et bon, on pourrait peut-être avoir un éclaircissement concernant ce rêve d'Alva Tellmosa, oui, sans trop révéler. Sans trop révéler. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, le titre me vient à chaque fois beaucoup plus tard. Tout à coup, le titre en fait s'impose. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne cherche pas. Et donc voilà, je trouvais que ça sonnait bien. Le monde rêvé d'Alva Tellmosa. Alva Tellmosa, alors ça, j'aime bien toujours faire des petits clins d'œil pour ceux qui éventuellement font des petites recherches. Mais sinon, quand on discute souvent, voilà, donc, les prénoms et les noms sont toujours un petit peu en lien avec l'histoire. Voilà. Et donc, alors, Alva, c'est celle qui donne la vie. Ça signifie ça. Et Tellmosa, en portugais, mais ça n'a rien à voir avec le Portugal, elle est d'origine en partie portugaise. C'était une façon, finalement, d'utiliser ce nom. Je trouvais que ça sonnait bien. Et donc, Tellmosa, ça signifie têtu, obstiné. Donc, rien qu'avec ça, on a compris, finalement, son monde rêvé, ce serait d'avoir un enfant. Donc, elle s'obstine à vouloir donner la vie. Et pourquoi s'obstine? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué pour elle, donc elle suit des traitements, etc. Donc voilà. Donc il y a un peu le premier personnage qui
veut absolument, on va dire, avoir un enfant, il n'y parvient pas. Puis il y a d'autres personnages, pas beaucoup, mais... Mais oui, on peut dire que c'est un roman porté vers les femmes et très féministe dans la mesure où on a 3 voix de femmes qui s'exposent au fil de la narration. Il y a Alva, il y a la greffière. Alva est juge, et elle est nouvellement venue au palais de justice, et sa greffière là est déjà installée, Martine. Et puis il y a cette Madame Silvero qui a un certain nombre d'enfants, mais qui pose problème pour la garde, l'hébergement. Alors il me semble que ce livre est un grand hommage aux femmes, non? C'est devenu en fait un peu ça, ça fait. Alors, l'idée de base, c'est toujours un peu amusant, puisque dans le fort intérieur, donc le premier récit poétique, je retraçais une vingtaine de petites histoires, c'était un peu comme des photos polaroïdes en mots. Et dans une de ces histoires, apparaissait un personnage qui, tous les matins, c'est un récit, donc ça c'était vrai, tout était vrai dans le premier. Tous les matins, au palais de justice, un monsieur se présentait pour récupérer ses enfants. Et donc, c'était donc une famille. Alors, soit il venait seul, soit il venait avec son épouse. Et donc, en fait, c'était un couple de personnes qui sont handicapées mentales. Un handicap mental assez important. Et donc, pour toutes sortes de raisons, au niveau juge à jeunesse, leurs enfants étaient chaque fois, on va dire, retirés, mis dans des familles d'accueil ou dans des institutions. C'était comme ça à l'époque, ça date du début des années 90. Je pense que ça a un petit peu évolué, mais pas tant que ça finalement par rapport à de telles situations. Et donc, ils ne comprenaient pas. Donc chaque fois, ils voulaient récupérer les enfants. Et comme on leur disait que ce n'était pas possible, à chaque fois, ils repartaient fâchés. Il y avait des scènes parfois très dures, où ils criaient, tout ça, et si c'est comme ça, on en fera un autre. Et à chaque fois, ils en faisaient un autre, qui, évidemment, rapidement, les services sociaux étaient au courant déjà de la grossesse, etc. Et donc, l'histoire se répétait de manière inlassable. Et donc, ce petit personnage m'est revenu, et c'est en réfléchissant à ça, cette femme qui, au fond, elle, n'a vraiment aucune difficulté à faire des enfants, puisqu'ils en avaient 7 ou 8 ans, est venue une réflexion sur la maternité, le désir d'enfant. Je ne sais pas d'où ça m'est venu. Et donc c'est pour ça que finalement c'était intéressant que ce soit une juge de la jeunesse qui veut absolument avoir un enfant et qui au quotidien gère des situations comme ça de femmes qui ont plein d'enfants et qui ne peuvent pas s'en occuper. Et donc ça crée évidemment un décalage, une terrible frustration. Et alors il y a cette greffière qui elle est une vieille célibataire qui ne veut absolument pas d'enfant, passionnée de littérature, de poésie. Et qui fait son boulot. Et donc ces 3 femmes, en quelque sorte, vont se rencontrer, se télescoper. Il va se passer des tas de choses que on ne va pas tout dévoiler. Oui, c'est en partie la greffière qui raconte ça. Oui. Et il y a entre autres ce chapitre 12 où c'était un grand jour pour les Silvero. Dans moins d'une demi-heure, ils avaient rendez-vous avec elle, leur nouvelle juge. Il paraît qu'elle est gentille. Roberto en était convaincu. Cette fois, il le sentait bien. Il pourrait enfin récupérer ses enfants. Le vieux juge, lui, ne voulait pas comprendre ni son amour pour ses enfants, ni son obsession à vouloir fonder une famille. Sa famille, la famille Silvero. Comme chaque jour, je m'activais à collationner les derniers rapports des services sociaux. Et donc, il y a un côté très, très réaliste dans l'histoire que tu racontes, et entre autres dans cette famille qui existe en plus, cette famille qui éprouve toutes les difficultés du monde à pouvoir s'occuper des enfants qu'elle conçoit. Et c'est un des thèmes où la justice est mise en, je dirais, parfois en déroute. Oui, c'est aussi une réflexion. Ça suscite un peu une réflexion sur cette justice qui n'a absolument aucun moyen dans ce domaine-là, enfin, dans tous les domaines, mais en particulier dans ce domaine-là. Et donc, effectivement, on a ces magistrats de la jeunesse qui... Alors, je décris toute une série d'autres situations. Hein. Le quotidien est assez hallucinant, mais ça, c'est la vérité.
Donc, ils passent d'une situation absolument horrible à une autre, ils en voient 4, 5, 6 comme ça au cours d'une même journée, à essayer de trouver des solutions, et ils n'en trouvent pas, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas... Et donc tout ça est effectivement décrit, et un petit peu en filigrane, l'impact, malgré tout, et de manière inconsciente en fait, hein, l'impact que ça a sur la psychologie des personnages. Donc, que ce soit la juge ou la greffière, à force d'avoir une telle vie, avec un manque de moyens. Alors, les descriptions évidemment du palais de justice de Bruxelles sont très réalistes, je le connais bien. Donc, enfin, tout est assez effectivement réaliste. Et alors, il y a une évolution, donc ça commence très doucement, et puis, à un moment donné, ça s'accélère. Et ça c'est l'utilisation aussi de petits chapitres. Oui, il y a 34 petits chapitres qui constituent le livre. Et ça s'emballe à un moment donné de manière assez endiablée. Et on dirait que la relation humaine qui se noue entre la juge et la greffière équilibre un peu les difficultés du quotidien, les difficultés des dossiers et le côté un peu la torpeur des lieux. Oui, alors ça c'est venu par la suite. En fait, il y avait le personnage de la juge, donc ça c'était assez clair par rapport à la dame là, qui a beaucoup d'enfants. La juge en veut, n'en a pas. Et je trouvais intéressant qu'il y ait ce choc au sein d'un couple entre la femme qui veut absolument s'obstiner, parce que ça va loin, hein, donc, et le conjoint ou la conjointe. C'est devenu pas une conjointe mais une partenaire, on va dire. Elles nouent une relation finalement entre elles. Parce que c'était plus fort que ce soit une femme, pour justement avoir ce côté, avoir aussi une femme qui n'a pas du tout envie d'enfant, qui n'a jamais imaginé avoir un enfant, surtout en 2023, enfin c'est absurde, par rapport à la situation dans le monde, etc. Donc il y a ce choc alors entre les deux qui était plus fort que si elle avait un mari par exemple. Enfin, c'était une réflexion plus intéressante, je trouvais, donc d'avoir alors ce personnage féminin aussi, donc, qui intervient dans le cadre d'une relation de couple, même s'ils ne vivent pas ensemble, etc., mais qui se noue petit à petit. Et la greffière est plus âgée aussi, il y a quelque chose de particulier entre elles. Il y a au fond très peu de personnages dans ce roman. Ah ben, il y a la greffière, la juge et le couple donc, qui a beaucoup d'enfants. C'est tout. Un pigeon aussi, un peu. Qui apparaît. Oui, effectivement. Alors, tu as évoqué les thèmes le thème de la femme, avec le cadastre des situations, avec enfant, désir d'enfant, sans enfant, et il y a aussi d'autres thèmes qui sont sous-jacents au livre, au monde rêvé. C'est une réflexion un petit peu sur la justice, effectivement, au niveau, en tout cas, de la justice des mineurs, tout ce qui est un peu les affaires familiales, comme on dit en France. C'est essentiellement ça. Et donc, effectivement, ça, c'est la toile de fond. Et puis, oui, c'était le dénouement, on ne va pas en parler, mais qui est quand même très particulier. Et qui, ça devient presque un roman assez noir, en fait. Oui, et ça ne se déroule pas chez nous. C'est-à-dire que... Oui, il y a une partie qui se passe en Suisse. Une partie en Amérique aussi. Oui. Alors, dans l'organisation, dans cette façon de traiter le romanesque, même par petits chapitres, avec la disposition en vers, on glisse facilement d'un jour l'autre. Donc, oui. La chronologie, elle est parfois effacée parce que, tout se bouscule un peu, tout glisse dans la répétition aussi des affaires, des auditions, des rencontres. Et donc, on a l'impression que la chronologie, on ne doit pas trop la maîtriser, elle va de soi.
Oui, Qu'est-ce alors, que tu peux en dire? ben, cette écriture un peu elliptique, ça c'est voulu évidemment, hein, donc j'ai expliqué, voilà, c'est mon style. Il y en a qui trouvent ça un peu déroutant, d'autres qui apprécient. C'est vrai que c'est aussi un peu au lecteur à compléter ce qui est un peu entre les lignes. En fait, hein. Et donc, effectivement, le fait d'utiliser des petits chapitres, et ça c'est venu un peu naturellement avec l'histoire, ça devient, je vais pas dire de plus en plus elliptique, mais à un moment donné, ça s'accélère comme ça. Et donc, notamment le voyage finalement en Suisse, on va rien dire, mais voilà, effectivement, il y a une partie qui se passe en Suisse, mais c'est exprimé d'une manière très particulière et très elliptique, en effet. Ils sont à peine arrivés que c'est déjà fini, en fait. Oui, oui. Hein, et donc, et ça, c'était assez amusant oui, de réfléchir un peu à ça, de travailler à ça pour créer en fait un rythme qui s'accélère naturellement avec l'écriture. Et évoquant l'écriture, je trouve que bon, les descriptions ne sont jamais pesantes. C'est-à-dire que bon, elles sont souvent allusives. Je prends le cas du 19, du chapitre 19. L'ombre des nuages avait quitté les pavés de la place royale, offrant en passant la douceur d'un ciel d'automne. Je peinais à reprendre mon souffle. Le retour à Bruxelles avait été difficile. Chaque échec d'Alva était source de tension entre nous. La reprise au cabinet s'annonçait orageuse. Alva me reprochait un manque d'intérêt pour son projet de maternité. Je supportais de moins en moins sa propension à tout ramener à elle. Et donc, il y a quelques lignes de description. On est place royale, mais bon, c'est un peu comme chez Simenon. Je pense au chien jaune, aux 3 ou 4 premières lignes du chien jaune. En 3-4 lignes, l'atmosphère est donnée, et le ton aussi. Oui, surtout qu'au début du livre, je décris que finalement elle vient en train, donc entre la gare centrale et le palais, elle passe par la place, avec Godefroy de Bouillon, etc. Et donc on décrit un peu cette montée, et donc là, effectivement, beaucoup plus tard dans le livre, on comprend que ça devient de plus en plus difficile, elle est de plus en plus essoufflée dans cette petite montée. Enfin, tout ça est allusif, mais c'est ça revient un peu à des petites touches qu'il y a à d'autres endroits où on devine quel a été son parcours. Et autre versant, bon, des romans, d'habitude, il y a toute une part psychologique. Bon, parfois c'est très bien fait, très bien analysé, mais parfois c'est assez doux. Et bon, on entre vraiment dans la psychologie des personnes. Ici, la psychologie, elle est donnée au fil du temps aussi, par certains dialogues, par certaines descriptions, par certains comportements, mais ce n'est jamais une analyse complète qui nous est donnée comme dans certains livres. Non, c'est comme pour le reste, hein, donc je préfère décrire en quelques mots, en essayant d'être le plus visuel. C'est une écriture assez visuelle aussi. Hein. J'ai aussi participé à des écritures de scénarios, de séries télé, des choses comme ça. Donc c'est vrai que peut-être ça se retrouve un peu dans... Chaque scène est assez visuelle, en peu de mots finalement. Oui. C'est un peu ça, hein, quand on écrit un scénario... C'est vrai que bon, on voit très bien une adaptation en film de cette rencontre avec les différents personnages dans le milieu. Il faut qu'on comprenne bien tout de suite on décrit bien tout un univers, mais sans trop décrire non plus. À ce propos, tu pourrais parler un peu justement de ce travail de création que tu as mené avec 2 autres scénaristes pour cette série. C'était comme conseiller, on va dire, technique d'une série, effectivement. Voilà, il y a une deuxième série aussi, mais donc une série qui est sortie déjà, policière. Et le but des producteurs était vraiment d'avoir une série qui soit la plus réaliste possible. C'est un peu le problème des séries en langue française, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les séries scandinaves, donc les polars, les séries policières scandinaves, donc norvégiennes, suédoises, danoises, qui sont toujours extrêmement proches de la réalité. Bon, c'est mon métier, pas tellement d'être en jeunesse, pas du tout même. Hein. Moi, c'est plus les enquêtes criminelles, etc., le pénal. Et donc, dans les thrillers, dans les séries policières, j'aime bien que ce soit comme en vrai. Voilà.
Ça n'empêche de rendre les choses passionnantes. Et ça manque très fort côté francophone. Je suis chaque fois fort déçu. Il y a même, par exemple, des séries, enfin, je ne vais pas trop en dire, mais il y a un certain nombre de séries quand même en Belgique où moi j'ai vraiment décroché très très vite. Des séries qui ont eu quand même du succès, mais qui tombent dans une espèce de fantastique. Enfin, on est dans quelque chose qui ne correspond absolument pas à la réalité. Alors, c'est pas pour ça que c'est pas bien. C'est pas pour ça que c'est pas bien. Ça fait évidemment aussi, mais c'est un goût tout à fait personnel. Dans des séries policières, j'aime bien que ce soit très proche de comment ça se passe en vrai, les vrais enquêteurs, les vrais juges, comment ils travaillent, etc. Et donc, c'est ce que font les Scandinaves. Alors, ici, l'idée était justement de faire une série belge qui soit aussi, enfin, et française, c'est franco-belge, qui soit conforme à la manière dont ça se passe. Plus naturaliste. Et voilà. Et donc, ça a été, je trouve, très très réussi. Donc ça, c'est évidemment le travail des deux scénaristes. Hein. Moi, j'étais conseiller, on va dire technique, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, mais c'est surtout leur travail. Donc Barbara Abel, hein, que vous connaissez certainement, qui est une auteure belge, et alors Sophia Perrier, qui est vraiment une spécialiste hein, d'écriture de scénarios, en particulier pour les séries françaises. Donc, elles ont fait vraiment un travail très très chouette, et c'était la série Attraction, pour ceux qui l'ont vu, et qui vraiment est très réaliste. Et qui a eu beaucoup de succès. Ton écriture joue souvent sur l'économie, sur la concision. Est-ce qu'il y a dans ton parcours des auteurs qui ont pu t'influencer, te guider vers ce style d'écriture très elliptique, très économe? Je n'ai publié qu'un livre, mais je suis surtout un grand lecteur de poésie. Donc, de petites nouvelles poétiques. Et donc Raymond Carver a été quelqu'un vraiment, je trouve, très important. Un auteur anglophone, mais je l'ai lu en français. Mais vraiment, ça c'est vrai que quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que moi j'aime lire des petits romans. Donc sans doute ça m'a indirectement influencé à écrire de petits romans. Et donc, Hervé De Luca, Philippe Claudel, Camus, et évidemment Simenon, dans les romans durs, que je trouve extraordinaires. Et donc des gens comme ça m'ont certainement influencé, en tout cas dans cette idée d'écrire une centaine de pages, ou un peu plus, mais pas plus, quoi. Même si c'est un peu différent, mais voilà, c'est clair que ce sont certainement des gens qui m'ont influencé. D'accord. As-tu des projets? As-tu des projets d'écriture ou... Alors, j'ai un projet. Là, c'est plus peut-être ce qu'on pourrait appeler un seul en scène. Et ce serait... Je suis aussi président de cour d'assises, donc j'ai connu différentes cours d'assises, et il y a des sujets comme ça qui peuvent m'inspirer, sans reprendre évidemment des vraies affaires, mais l'idée que par exemple une personne puisse avoir tué son enfant, donc ça arrive malheureusement régulièrement, mais, un enfant de 8-9 ans, mais ne pas donner d'explication, c'est-à-dire dès le départ de l'enquête jusqu'à la fin du procès, cette personne a toujours dit que ce n'était pas elle. En imaginant un scénario assez incroyable de gens qui seraient rentrés chez elle. Enfin, tout ça ne correspond évidemment pas aux constatations médico-légales et techniques. Donc, voilà, se réfugier là-dedans. Et puis, évidemment, ça rejaillit négativement cette attitude en général sur les jurés. Quelqu'un qui ne veut pas parler, qui n'explique rien, etc. Et donc, les peines sont assez importantes. La peine est importante. Et donc, l'idée ici serait de... C'est une personne auquel je pense, une situation où la personne était donc sous radio électronique, donc pendant le procès, même avant, et elle n'a pas été privée de liberté à l'issue du prononcé. Donc, elle a été condamnée à une grosse peine, très grosse peine. Mais j'ai décidé de ne pas faire une exécution immédiate. C'est-à-dire qu'elle a donc pu rentrer chez elle, avec son bracelet, en attendant d'être convoquée pour purger sa peine, mais pendant le délai qui est là pour aller en cassation éventuellement. Donc en gros, ça veut dire que pendant un certain délai, quelques semaines,
elle va rester chez elle. Donc c'est un risque évidemment parce que cette personne pourrait prendre la fuite, mais je pensais qu'elle ne le ferait pas et elle ne l'a pas fait. Et donc l'idée ici serait d'imaginer, au fond, un seul en scène où elle raconte comment elle a vécu tout ça à partir du moment où elle entend la condamnation. Et donc elle repart chez elle, je ne sais pas comment elle est venue, sans doute avec sa famille. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se fait? Oui, c'est passionnant. Voilà. Pour cette période transitoire. Oui, et puis même après en prison, donc après, à un moment donné, elle se retrouve en prison. Donc, comment est-ce qu'elle va évoluer en prison? Et l'idée serait qu'on comprend réellement ce qui s'est passé dans la dernière phrase. C'est une espèce de défi que je me lance. Et donc voilà. Beau projet. Ça peut être amusant, mais oui. Mais bon, ce sera certainement dans le même style, mais là, encore plus théâtral, puisque ce sera verbal. Et dans une chronologie. Dans l'idée que ce soit interprété sur 5. Je te remercie d'avoir parlé si brillamment du monde rêvé d'Alba Tolosa. Merci Thierry. Merci beaucoup. Allez.